Un petit grain blanc source de vie, ou plutôt de survie. Il est l'aliment de base de nombreux pays. Sur l'île de Mindanao aux Philippines, dans le village de Calabugo, la vie est rythmée par ces récoltes. Le riz est le seul moyen pour ses habitants de gagner un peu d'argent. Le riz fait partie de notre vie. Et en plus, c'est le meilleur du monde. Il y a encore pas si longtemps, les sacs de riz partaient en ville en charrette. Un voyage interminable. Alors les paysans se sont unis. Et maintenant, toutes les 2 semaines, un camion porte au marché leur production. Dodong, avec la casquette, est le chauffeur routier du village. Je donne un coup de main pour que ça aille plus vite. Parce que sinon, les graines risquent de germer. Nous sommes en pleine période de mousson et au-delà de la pluie, l'air est gorgé d'humidité, près de 70%. Dans 24 heures, le riz commencera à germer et deviendra invendable. Une catastrophe pour le village. Lisel fait partie du voyage. C'est elle qui est en charge de négocier le riz au meilleur prix. Je connais bien le business du riz. Les réductions qu'on peut négocier, les types de riz. Dans ce métier, il faut savoir faire la différence entre les bonnes et les mauvaises graines. Et le plus important, c'est connaître la capacité de chargement d'un camion. Et cette fois-ci, Lisel a pris un risque. À cause de l'humidité ambiante, elle a dû embarquer 2,5 tonnes de riz supplémentaires. De quoi déstabiliser le vieux camion et son conducteur. Quand on conduit un camion comme ça, il faut prier, car on est tout le temps en danger. Ils ont construit ce pont depuis peu pour que les véhicules puissent traverser. Le pont a tout juste 2 ans et semble déjà prêt à s'écrouler. Il est un peu à l'image des Philippines. Un pays tiraillé entre modernité grandissante et régions oubliées. Situé entre Taïwan et l'Indonésie, l'archipel compte près de 7000 îles. En dehors des sentiers touristiques, dans certaines régions, la plupart des habitants sont livrés à eux-mêmes. Faire du commerce est parfois presque impossible. Le boulot est très fatigant. Je me sacrifie pour gagner ma vie. Alors, quitte à souffrir, autant prendre des risques qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Mais là encore, il faut une sacrée dose de courage aux Philippins pour aller chercher l'or. 15 mètres plus bas, au fond de ces puits de boue. Comment vous sentez en bas? Tout va bien. Sourire, sans jamais se plaindre. Une arme contre la dureté de la vie. Souffrir pour se rendre plus fort grâce à la magie. Les Philippins ont le moral, et pourtant dans ces transports en commun qui datent des années 50, ils auraient de quoi le perdre rapidement. Je ne peux pas poser mes pieds. J'ai des crampes dans les jambes. Certains n'arriveront jamais au bout de leur voyage. Mais là encore, pas de quoi s'énerver. Autant en rigoler. Tel un mastodonte suivant le rythme de la caravane, le camion de Dodong et Lisel ne dépasse pas les 10 km/h.
Nous nous dirigeons vers Aglayan avec tous les sacs de riz. Nous devons conduire lentement car la route est pénible. Un trajet de 70 km les attend. Dans les meilleures conditions, ils mettront 6 heures. Mais là, en pleine saison des pluies, il est bien possible qu'ils n'arrivent jamais à destination. En plus, on est très chargé. Chargé de 6 tonnes de riz, qui ne demandent qu'à pourrir sous la pluie. Le ravin n'est jamais très loin. Et avec cette boue, le moindre coup de frein un peu brusque enverra Dodong et Lisel 40 mètres plus bas. Même en étant habitué, j'ai toujours peur. Et pour ralentir, ils vont ralentir. Ce véhicule n'est pas en panne. Par contre, il est stoppé par plus petit que lui. Un camion miniature bloque la circulation dans les deux sens. On a roulé sur une très grosse pierre. Petit à petit, un gigantesque embouteillage se forme. Pour le plus grand malheur du passager de cette camionnette. Dans ces contrées perdues, ce sont les habitants qui jouent les ambulances. Je suis blessé ici, et puis là aussi. J'allais acheter des cigarettes et un mec m'a attaqué avec un couteau. Il était bourré. J'ai pas pu m'échapper. Voilà 4 heures qu'il attend. Et son calvaire est loin d'être fini. Le treuil du camion de tête est en panne. Lisel s'inquiète pour son riz et pour sa famille. Elle et Dodong devraient déjà avoir parcouru la moitié du chemin. Il n'y a pas de réseau. Ma famille va s'inquiéter parce que je ne peux pas les prévenir qu'on est coincé ici. Chacun se demande comment le conducteur a fait pour rouler sur cet énorme caillou sans le voir. Même si c'est absurde, personne ne juge. Personne ne dit rien. Dodong sait bien que les routes de son pays sont pleines de surprises. D'ailleurs, quelques kilomètres plus loin, le voilà lui-même pris au piège. Le camion est coincé car il est trop lourd. C'est du riz sale. L'écorce du riz. Pour que le sol ne glisse pas. Dodong et Lisel payent très cher le fait d'avoir surchargé de 2,5 tonnes leur camion. Il cumule maintenant 7 heures de retard, mais Dodong s'est resté philosophe face au problème. Je suis bloqué sur cette route à presque tous les trajets. S'énerver ne servirait pas à grand-chose. Au bout d'une heure, 2 bonnes étoiles. Ou plutôt les phares de ce camion de chantier annoncent peut-être la fin du calvaire.
Je suis très inquiète, parce que nous sommes vraiment bloqués. Et j'ai peur que mon riz moisisse. Pour tenter de sauver leur cargaison, le chauffeur du camion jaune ne baisse pas les bras. Pas question de s'avouer vaincu. Et pourtant... Cette fois-ci, le câble cassé sonne la fin de toute nouvelle tentative. Le camion de chantier prend le large. Quant à Dodong et Lisel, ils ont dressé le campement. On va aller se reposer. C'est trop compliqué. On n'y voit rien. Demain, on verra mieux. Quelques heures de sommeil plus tard, Dodong est déjà au travail. Les sourires de la veille ont disparu devant l'image de leur camion prisonnier de la boue. Dodong et Lisel ont pris une journée de retard. La situation semble inextricable. Le chauffeur se demande pourquoi la chance l'a ainsi abandonné. En fait, les Philippins ont tendance à dire que la chance se mérite. Beaucoup d'hommes et de femmes sont prêts à traverser tout le pays pour la trouver. La légende veut que sur l'île de Luzon, une vieille dame du village de Bouskalan aurait le pouvoir de vous apporter chance et force. Pour rejoindre son village, il faut emprunter ces drôles d'engins. Les Philippins les appellent les jeepneys. Après la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains abandonnent des centaines de jeeps. Un bricoleur de génie a l'idée de les rallonger et de troquer le kaki par des couleurs vives. Le transport en commun philippin était né. Chaque chauffeur y va de son imagination et parfois, elle est un brin kitsch. Chaque espace de l'engin est exploité. C'est de la charcuterie congelée. On va la vendre. La température avoisine les 30 degrés. Pas sûr que ces quelques glaçons préservent vraiment la chaîne du froid. Quant au jeepney, et qui dit problème, dit mal de pied en prévision. S'il y a une panne, on est obligé de marcher. Au bout du voyage, le village tant recherché par les pèlerins en quête de chance. Chacun s'accroche à son rêve, car Johnny le chauffeur leur annonce un trajet mouvementé. Ça fait longtemps que je fais ce trajet. Les 40 km qui arrivent sont toujours très compliqués. Dès le début du trajet, les vieux amortisseurs crient leur souffrance. D'ailleurs, les passagers aussi. Je ne peux pas poser mes pieds. J'ai des crampes dans les jambes.
Et encore aujourd'hui, on a de la chance. On n'est pas trop serré. Bon, d'accord, c'est inconfortable. Mais l'engin a le mérite de passer partout. Et ça, c'est terriblement pratique pour les habitants les plus éloignés. J'ai dû aller en ville pour accompagner ma fille chez le médecin. Car dans mon village, il n'y en a pas. La route est défoncée, mais bizarrement, Johnny ne ralentit pas. Si on conduit trop lentement, le voyage n'en finit pas. Enfin, quand il accélère, il dépasse rarement les 30 km/h. Mais vu l'état de certaines routes, les Philippins ont rarement l'habitude de faire de la vitesse. Il roule beaucoup trop vite. Et avec les enfants, ça me fait peur. Malheureusement pour les passagers, ces chemins ne sont pas la priorité du gouvernement. Si la municipalité laisse la route dans cet état, dans quelques années, on ne pourra plus rouler. Le bus entre maintenant sur des terres mystiques. Le village de Bouskalan n'est plus très loin. C'est le territoire des terribles guerriers Kalinga, Apayao ou encore des impitoyables Bout-Bout. Leur spécialité était de couper la tête de leurs ennemis et de l'exposer comme trophée. Les dernières têtes seraient tombées vers la fin des années 70. La légende veut que la force des guerriers et leur aptitude au combat provenaient de tatouages surnaturels. Ce sont ces tatouages que cherchent les candidats à la chance, comme Bayani. La dernière tatoueuse mystique des Philippines vit dans ces montagnes, et seul un sentier mène à son village. Vous savez, on vient de toutes les îles des Philippines pour se faire tatouer ici. Aujourd'hui, les guerriers sont devenus de paisibles agriculteurs. Wang Hod a plus de 100 ans. Elle a tatoué les derniers coupeurs de tête de sa tribu. La file d'attente ne cesse de s'allonger devant la tatoueuse. J'ai voyagé 14 heures depuis l'île de Cebu pour arriver ici. Chacun vient chercher le tatouage qui lui portera chance. Un scorpion pour la force et la protection. Ici, un soleil qui se mêle à la lune. Promesse de bonne santé et de vitalité. Ou encore un compas qui oriente vos choix dans la bonne direction. Diwata a 28 ans. Elle est venue chercher la force du scorpion pour affronter les épreuves de la vie. C'est comme si quelque chose en moi s'était accompli. Bayani refuse que l'on filme son tatouage, trop personnel selon lui. L'encre est fabriquée à base de suie et l'aiguille de pamplemoussier est changée à chaque nouveau tatouage.
Il n'y a pas de tarif, chacun donne ce qu'il veut. Avec son art, la vieille dame fait vivre tout le village. Mais à près de 100 ans, Wang Od est proche de raccrocher les aiguilles. Même si elle a transmis son savoir à quelques disciples, chacun se demande si les tatouages garderont leur pouvoir ou s'ils deviendront de simples dessins. Après sa mort, la tatoueuse continuera d'être vénérée. Comme ses ancêtres, sa sépulture sera peut-être installée sur les flancs de cette falaise. On suspend les cercueils de cette manière pour qu'ils soient plus proches du ciel. C'est une pratique très ancienne qui se perpétue depuis des générations. Suspendu au plus haut, pour éviter aussi les profanations. À l'époque, il n'était pas rare que les coupeurs de tête viennent chercher des trophées dans les cimetières. À chaque fois qu'il vient se recueillir, Gérald honore ses ancêtres avec du gin et quelques cigarettes. Avec cette offrande, je les remercie. Et je leur demande de me guider, ma famille et moi, de là où ils sont. De son côté, Dodong est toujours empêtré dans la boue. Et il aurait bien besoin de l'aide d'un de ses ancêtres, ou encore d'un tatouage de scorpion qui apporte force et protection. Quoique, le chauffeur préfère compter sur les bras de ses assistants. Et il y a du boulot. Dodong et Lisel comptent maintenant 24 heures de retard. Chaque heure supplémentaire passée sur la route met en danger leur cargaison de riz. Le problème, c'est que notre marchandise peut s'abîmer. Et Lisel pourrait perdre la vente. Pour preuve, ces grains de riz tombés d'un sac à l'arrière du camion 2 jours avant leur départ. Le germe fait déjà 5 cm. Si l'humidité s'engouffre dans les 6 tonnes de grains, la cargaison sera bonne pour la poubelle. Mais les Philippines ne sont pas surnommées le pays du sourire pour rien. Dodong et ses hommes gardent leur bonne humeur. Seul un bulldozer peut les sortir de là. Alors certains tentent de passer en force. Pas vraiment une bonne idée. C'est normal d'être bloqué sur une route comme ça. Aujourd'hui, j'ai déjà remorqué 8 camions. Maintenant, la piste est complètement bouchée. À l'image de ces poulets, une cacophonie de moteurs en souffrance envahit l'air ambiant.
les géants d'acier à la puissance inégalable arrivent en milieu de matinée. Toute l'année, ces bulldozers entretiennent la route comme ils peuvent et servent de dépanneuse. Vu l'état de la piste, le gouvernement ne fait pas payer les sauvetages. Normalement, c'est gratuit, mais on leur donne un petit quelque chose pour les remercier. Dodong et Lisel ont encore 40 km à parcourir avant d'arriver au marché. Encore quelques kilomètres debout et ils seront sur une belle nationale bitumée. Leur périple se termine quand d'autres attendent encore que l'on vienne les délivrer. Ça fait 3 jours qu'on attend la dépanneuse. C'est important de s'entraider, car ça peut nous arriver aussi. Le soleil a fait son apparition. Dodong a fait tomber la bâche pour chasser l'humidité des sacs. Je ne suis pas contente du temps perdu. Mais je suis contente d'être enfin repartie. Je vais enfin pouvoir vendre mon riz au marché. Ils auront mis plus de 24 heures pour parcourir seulement 70 km. Mais leurs efforts n'ont pas été vains. Toute la cargaison de riz sera vendue. Pour la plupart des Philippins qui vivent dans les campagnes, le salaire moyen plafonne à 9 000 pesos, soit 150 € par mois. Gagner sa vie tient de la débrouille et parfois du courage de l'homme qui se lève chaque matin avec un rêve. Devenir riche au mépris du danger. Pour trouver de l'or, cela se contente de tamiser le sable en surface. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose au fond de la pelle. Autant dire rien. Un peu plus loin, d'autres prennent tous les risques. Ces chercheurs d'or sont uniques au monde. Udiong vient de passer 2 heures à remplir des sacs de boue à 15 mètres de profondeur. Comment vous vous sentez en bas? Tout va bien. Le puits mesure 1 mètre sur 1 mètre. Mieux vaut ne pas être claustrophobe. Vous allez redescendre? Oui, je n'ai pas fini. Il est encore tôt. Udiong passe en moyenne 6 heures au fond du trou. Le masque sert à lui protéger les yeux du sable. Sous l'eau, il est plongé dans le noir total. D'ailleurs, une torche ne lui servirait à rien dans cette eau boueuse. L'air qu'il respire est envoyé par ce compresseur. Quand on est sous l'eau, on mord ce tube. C'est grâce à ça qu'on respire. Ce tuyau nous tient en vie. Si tu n'as pas ça, tu avales le sable et tu te noies. En 2 heures, le plongeur remplit une quinzaine de sacs de boue. La terre est immédiatement tamisée à la recherche des précieuses paillettes.
On met entre une semaine et un mois pour vider un puits. Le danger, c'est que le sable s'effondre et ensevelisse le plongeur. Impossible de savoir combien de mineurs finissent ensevelis au fond des puits. Le travail est clandestin, il n'y a donc pas de chiffres, mais la police leur fait la chasse. Qu'est-ce que vous risquez si on vous attrape? On nous met les menottes. Et on paye l'amende. L'amende tourne autour de 300 €, une fortune. Il faut dire que le métal précieux se fait souvent désirer. Ici, l'or est très fin. Il n'y a pas de pépites. En moyenne, ces mineurs de l'extrême remontent entre 1 et 2 grammes d'or par jour, soit 40 €, à se partager en 6. Aux Philippines, une ruée vers l'or dévastatrice est en marche. Le pays a le 3e plus haut potentiel aurifère de la planète. Le sol regorge d'or. Les mines poussent comme des champignons. Et principalement dans une province du sud, dont le nom sonne comme un chemin de croix. La vallée de Compostelle. Cette vallée n'est pas réputée pour ses pèlerinages, mais pour la sueur qui se dégage de ses montagnes. Ce matin-là, un dictateur est en marche et rien ne peut l'arrêter. Ce camion est vieux, mais il roule. Ici, on l'appelle un Saddam. Il paraît qu'on utilisait ce camion pendant la guerre d'Irak. Saddam, pour Saddam Hussein, le camion était utilisé par l'armée irakienne. Ce sont les seuls camions qui peuvent rouler ici. Le Saddam transporte les chercheurs d'or vers l'une des mines les plus dangereuses de l'île. La route s'arrête là. Le Saddam ne peut monter plus haut. Les mineurs enquillent 2 heures de marche en montagne. À leur arrivée, des burins neufs les attendent. Ils ont été forgés sur place le matin même. Vous voyez, c'est ça qu'on ramasse. La veine est bonne. L'or se voit à l'œil nu. Mais cette pépite n'est pas gratuite. Il y a un prix à payer de sa vie. À la mousson, la mine se fragilise. La roche est gorgée d'eau. On est vraiment en danger ici. Regardez ça. La roche s'effrite. C'est trop dangereux. Car en surface, des trompes d'eau ravinent la montagne et s'infiltrent partout dans la mine. Au-delà de l'effondrement, les mineurs craignent de mourir noyés. Ici, c'est notre maison. On est 12 à dormir là-dedans. Les hommes vivent quasiment en autarcie.
Les bambous géants qui poussent aux alentours servent de four. À l'intérieur, du poulet mariné à la citronnelle. De quoi réchauffer les cœurs et l'âme des hommes. D'autant plus que la pause est de courte durée. Maintenant, il faut porter les sacs de terre jusqu'à une Jeep qui les portera jusqu'au Saddam. On gagne entre 5 et 7 euros par jour. C'est vraiment épuisant. J'ai mal partout. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas trouvé d'autre travail. Alors je continue. Chaque sac pèse environ 50 kilos et la Jeep se trouve 1 kilomètre plus haut. Pour chaque sac qu'ils montent, les mineurs touchent un bonus. Aujourd'hui, j'ai dû porter 10 sacs. Mais les jours où il ne pleut pas, j'en porte 20. À 60 centimes d'euros le sac, le bonus est bien maigre, au vu de l'effort déployé. Pedro, le jeune chauffeur, n'aime pas la boue. Son look détonne à côté de celui des mineurs. La route est très étroite ici. La Jeep est adaptée pour monter les sacs. Il n'y a qu'elle qui peut passer. À un brin frimeur, le jeune homme préfère jouer les pilotes. Et il a bien raison. Il gagne un peu plus qu'un mineur. Même si le volant lui est normalement interdit. J'ai pas encore mon permis, alors je ne conduis que sur ces petites routes. Seulement voilà, quand on frime, il vaut mieux savoir maîtriser son art, si on ne veut pas devenir la risée de la montagne. Même délestée de tout chargement, la Jeep de Pedro ne passe pas. Pour éviter que les roues patinent, les mineurs acceptent de sacrifier un de leurs sacs d'or. Je n'arrive pas à avancer, c'est trop glissant. Alors ils essayent de boucher les trous. La Jeep a beau rouler sur l'or, elle n'est pas sortie d'affaire. On fait ça quand il n'y a pas d'autre solution. Rien n'y fait. C'est normal, ça peut arriver. Son chef arrive passablement énervé. C'était pas compliqué, mais il conduit pas très bien. N'en reste plus qu'à charger le Saddam, mais les problèmes s'enchaînent. Le pneu est crevé.
Il va falloir le changer et le nettoyer. J'enlève la boue parce que c'est vraiment sale. Voici le trou fait par le rocher. Vous allez pouvoir la réparer? Non, on va l'acheter. Il va falloir rouler très lentement. Si le pneu heurte encore un rocher, il risque d'éclater. Surtout que la cargaison est très lourde. Beaucoup d'efforts, beaucoup de problèmes, beaucoup de stress. La fièvre de l'or fait perdre la raison aux hommes. Abe essaie de garder la tête froide. Il faut être très vigilant, faire attention au poids et bien calculer les obstacles. Même avec la direction assistée, tu ne peux pas tourner en improvisant. Il faut anticiper. La route est complètement inondée. Il faut vraiment avoir l'habitude. Les bagnards de l'or sont loin d'avoir fini le travail. Toute la cargaison doit être transvasée dans cet autre camion, plus apte à rouler sur une route goudronnée. Les 7 tonnes de terre seront lavées dans un endroit sécurisé. Une débauche d'énergie et de sueur qui, pour une fois, rapporte. Une fois lavé, le patron de la mine récupérera près d'1 kilo d'or. Les mineurs savent bien qu'ils ne seront jamais riches, mais peu importe. Leur fortune, c'est d'abord leur survie. L'année dernière, les mines ont enterré vivants près de 10 hommes. Elle n'en a pas l'allure, mais cette vieille Jeep est le dernier espoir de beaucoup de chauffeurs. À son volant, nous retrouvons Dodong, le transporteur de riz. Quand il n'a pas de livraison à faire, il devient mécano, ou plutôt dépanneur. Dodong est le seul mécanicien de la région à se déplacer. À ses côtés, Rumi, son patron. En général, quand on m'appelle, c'est que c'est sérieux. À 13 ans, je l'ai pris comme stagiaire et je lui ai appris à conduire. Je suis son professeur. Tous les deux partent dépanner un camion chargé de légumes. Et comme pour le riz, la cargaison menace de pourrir. Quand ils se déplacent, Dodong et Rumi embarquent avec eux gratuitement quelques voyageurs. Dans ce coin-là, il n'y a aucun transport public.
Heureusement que des gens nous aident. Sinon, on marcherait des heures. Enfin, parfois, marcher serait peut-être moins éprouvant. Les dépanneurs arrivent sur place après 5 heures de route. Dodong est prévoyant. Il a emporté un poste à souder. Mauvaise nouvelle, souder ne servirait à rien. À ce niveau de casse, Dodong ne peut faire que du rafistolage, afin que le camion puisse rallier le garage pour changer la pièce. Voilà 6 heures maintenant qu'il se bat. Quant à Roumi, son patron, il l'encourage en poussant la chansonnette. Lisod mga sir kay dikil man trabahoon ng pagtuyok man sa kuan. Ce n'est que tard dans la nuit, bercé par la douce voix de Roumi, que Dodong viendra à bout de la panne.